Salut, je suis Sophia. Bienvenue sur Troupeback, où les histoires prennent une autre dimension. Abonnez-vous. Plongeons-nous dans le vif du sujet. L'appel vidéo était prévu à 14 heures, un mercredi. Je me suis connectée depuis mon bureau du centre-ville de Seattle. Mon assistante avait bloqué mon après-midi. Sur l'écran, je voyais la salle de conférence de papa à Phoenix. La table en acajou, les fauteuils en cuir, mon frère Marcus assis à côté de lui, l'air suffisant. Maman était assise de l'autre côté. L'avocat chargé de la succession, Monsieur Henderson, feuilletait des papiers en bout de table. « Helena, commença papa, sa voix empreinte de cette déception patiente que je lui connaissais depuis toujours. Le décès de ta grand-mère est difficile pour nous tous, mais nous devons aborder les aspects pratiques de la succession. » J'ai ajusté ma webcam. « Bien sûr, papa. » Marcus se pencha en avant, le sourire crispé. « Avant de commencer, je tiens à souligner tout le travail que j'ai accompli pour gérer les propriétés de grand-mère ces 7 dernières années. Les locations en Arizona, le chalet du Colorado, la coordination de l'entretien, la gestion des locataires. On le sait, Marcus, m'interrompit maman en lui tapotant la main. Nous sommes très fiers. Monsieur Henderson s'éclaircit la gorge. Passons en revue le testament. Madame Rodriguez a laissé 8 propriétés locatives à Scottsdale, d'une valeur d'environ 4,2 millions de dollars, ainsi qu'une résidence secondaire à Aspen, d'une valeur de 1,1 million de dollars. La valeur totale du patrimoine s'élève à environ 5,3 millions de dollars. Mon expression resta neutre. Je connaissais ces chiffres depuis des années. Ce qu'ils ignoraient, c'est que grand-mère Rosa m'avait appelé 3 mois avant sa mort. « Ma fille », m'avait-elle dit d'une voix faible mais déterminée, « ton père ne te voit pas. Il ne t'a jamais vu. Mais moi, si. Je vois tous tes efforts. Comment tu t'es construite à partir de rien. Marcus, il parle beaucoup, mais je surveille les chiffres. L'argent disparaît sans cesse. » Cette conversation avait débouché sur une rencontre discrète avec elle. Un avocat, pas Henderson, mais son avocat personnel à Tucson. Des actes de renonciation, des transferts de fiducie irrévocables, tous datés de 14 mois avant son décès, alors qu'elle était incontestablement saine d'esprit, tous enregistrés auprès du comté de Maricopa. Les propriétés m'appartenaient depuis plus d'1 an. Marcus percevait les loyers de mes locations, déposant mes revenus sur des comptes qu'il contrôlait, mais je n'avais rien dit. J'observais, je documentais, j'attendais. Le testament stipule, poursuivit M. Henderson, que la succession doit être partagée en fonction de la contribution familiale. Et laissez-moi vous interrompre, interrompit papa. Il regarda droit dans la caméra, puis moi. Helena, ton frère a sacrifié des années à gérer ses propriétés. Toi, tu étais à Seattle à faire ce que tu fais. Marcus mérite la totalité de la succession. C'est juste. Les mots eurent l'effet escompté. Dédaigneux, définitif, incontestable. Marcus acquiesça. Je ne veux pas paraître avide, mais papa a raison. Je l'ai mérité. Rien que l'entretien. Sais-tu combien d'appels j'ai reçus en pleine nuit? Combien d'entrepreneurs ai-je géré? Avec l'argent de grand-mère, ai-je murmuré? Exactement. Marcus n'a absolument pas compris. J'ai toujours été responsable, celle qui est restée proche de sa famille. Toi, tu es parti à l'université et tu n'es jamais revenu. Le visage de maman était compatissant, mais ferme. Ma chérie, tu as ton travail à Seattle. Tu te débrouilles très bien. Marcus a besoin de ça. Il fonde une famille. Il a une société de services financiers à développer. Rodriguez Financial Group, a ajouté Marcus fièrement. Nous sommes en pleine expansion. Cet héritage me permettra de franchir un cap. J'ai regardé mon père à l'écran. Sa mâchoire était crispée, sa décision prise. Ce n'était pas une discussion. C'était une annonce. Ton frère mérite tout, a dit papa. C'est notre position. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Monsieur Henderson s'est agité, mal à l'aise. Monsieur Rodriguez, vous avez le droit de contester. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit calmement. Merci à tous pour votre temps. J'ai raccroché. Un instant, je suis resté assis dans mon bureau, le bureau d'angle au 43e étage avec vue sur la baie Elliott.
Mon assistante savait qu'il ne fallait pas me déranger pendant les appels familiaux. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur mon bureau. Puis j'ai pris mon téléphone et ouvert une application de messagerie cryptée. Retirer immédiatement tout le capital de Rodriguez Financial Group. Ai-je écrit à mon gestionnaire de fonds de capital investissement. Exécuter l'opération dans l'heure. Sans explication. Sortie propre. La réponse est arrivée en quelques secondes. Confirmé. 5,1 millions de dollars seront retirés avant 17 heures, heure de l'Est. Ils recevront une notification dans environ 30 minutes. J'ai reposé mon téléphone et suis retourné au rapport financier sur mon écran. Il me restait 3 autres sociétés de portefeuille à examiner avant la fin de la journée. L'histoire était plus simple que ce que ma famille imaginait. J'avais quitté Phoenix pour l'université de Washington grâce à une bourse d'études complète à 18 ans. Mon père avait été sceptique. Jusqu'ici, Seattle. Pourquoi pas ASU? Marcus, de 3 ans mon aîné, était resté dans la région, avait obtenu son diplôme de finance à l'Université d'État de l'Arizona et avait immédiatement commencé à travailler pour le petit cabinet de conseil financier de mon père. J'étais le parent pauvre de la famille. La fille, certes, mais sans plus, à leurs yeux. Marcus était le chouchou, charismatique, toujours présent au repas de famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais cumulé 3 emplois pendant mes études, tout en maintenant une moyenne générale de 4,0. J'avais obtenu mon diplôme en avance et avais été embauché par une start-up technologique en analyse financière. Cette start-up avait été rachetée 18 mois plus tard. Mes options d'achat d'actions valaient alors 2,3 millions de dollars. J'avais 22 ans et plus d'argent que je ne savais gérer. Au lieu de l'afficher, je m'étais faite discrète. J'avais trouvé des mentors dans le milieu de l'investissement à Seattle. J'avais appris le capital investissement, le capital risque et le positionnement stratégique. J'avais construit un portefeuille lentement, prudemment, en investissant dans des entreprises en phase de démarrage avec des fondamentaux solides. À 25 ans, ma fortune s'élevait à 8 millions de dollars. À 30 ans, elle avait dépassé les 30 millions. À 33 ans, mon portefeuille était alors évalué à 127 millions de dollars. Je siégeais à 4 conseils d'administration. Forbes m'avait consacré un article 6 mois auparavant, me classant parmi les 30 personnalités de moins de 35 ans les plus influentes de la finance, bien que j'ai demandé qu'il n'utilise que mon prénom et aucune photo. Je rentrais à Phoenix 2 fois par an, pour Thanksgiving et Noël. Je portais des vêtements simples, conduisais une Toyota là-bas et louais un modeste appartement à Seattle, que je gardais pour les apparences. Ma véritable demeure était un pantouse à Belltown que personne dans ma famille n'avait jamais vu. Mon père me présentait à ses amis. Voici Elena. Elle travaille dans la finance à Seattle. Sans jamais me demander ce que je faisais dans la vie. Sans jamais s'intéresser à ma vie. Marcus plaisantait, toujours célibataire, toujours locataire. Certains d'entre nous se constituent une vraie fortune, ma sœur. Je souriais sans rien dire, car j'avais appris une leçon précieuse durant ma vingtaine. La sous-estimation est un atout stratégique. Quand les gens pensent que vous avez des difficultés, ils révèlent leur vrai visage. Ils vous montrent qui ils sont vraiment. Grand-mère Rosa était différente. Elle était attentive aux détails. Lors de ma dernière visite, avant que sa maladie ne s'aggrave, elle m'avait coincée dans sa cuisine. « Tu es trop discrète sur ta réussite, Mija », m'avait-elle dit, le regard perçant malgré son âge. « Pourquoi ?» J'avais hésité, puis je lui avais avoué la vérité. Mon portefeuille, mes investissements, le train de vie de Marcus qui dépassait largement les moyens de sa petite entreprise. Son visage s'était durci. Il gère mes locations. Je sais. Tu penses qu'il vole? Je pense que tu devrais vérifier ses comptes. Elle l'avait fait. 3 semaines plus tard, elle m'avait appelé en larmes. Marcus détournait des loyers depuis 4 ans. De petites sommes au début, 1500 $ par-ci, 1000 $ par-là. Mais ça avait augmenté. Des travaux d'entretien jamais effectués, pourtant prévus. Des loyers perçus, mais pas intégralement déposés. Des taxes foncières prélevées sur ses comptes alors qu'il prétendait les avoir payées. Le vol total était estimé à 340 000 $. Je te lègue tout, m'avait dit grand-mère. Pas dans le testament. Ils peuvent contester ce transfert direct. Acte de renonciation.
Tu seras propriétaire des biens avant mon décès. Grand-mère, c'est mon petit-fils, mais c'est un voleur. Ton père le couvre. Il l'a toujours fait. Tu es la seule intègre. Les transferts avaient été effectués 14 mois avant son décès. Elle m'avait fait promettre de ne rien dire à personne avant sa mort, avant la lecture du testament. Laisse-les te montrer qui ils sont, avait-elle dit. Ensuite, décide quoi faire de ces informations. Mon téléphone a sonné à 14h47, 17 minutes après avoir envoyé l'instruction de retrait. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, Marcus a appelé. J'ai refusé l'appel. Puis maman, puis papa à nouveau. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai continué à travailler. À 15h15, mon assistante m'a appelé. Mademoiselle Rodriguez, votre père a appelé la ligne principale 4 fois. Il dit, c'est une urgence. Je ne suis pas disponible, dis-je calmement. Veuillez prendre les messages. À 16h, mon gestionnaire de fonds de capital investissement m'a appelé. C'est fait, a dit Thomas. Retrait propre. Leur gestionnaire de compte m'a appelé paniqué, me demandant pourquoi le capital était retiré. Je lui ai dit que l'investisseur souhaitait rester anonyme mais qu'il réaffectait des actifs. Il essaie de découvrir qui est l'investisseur. Il n'y parviendra pas. J'ai dit que la structure de fiducie aveugle est inviolable. Ils sont en plein désarroi. Apparemment, ces 5,1 millions de dollars représentaient leur principal fonds de roulement. Sans cela, ils ne peuvent pas payer les salaires la semaine prochaine. Leurs lignes de crédit sont atteintes. Elena, ils vont se rendre compte d'ici quelques jours qu'ils sont insolvables. C'est malheureux, ai-je dit neutrement. Votre père est le principal actionnaire, a dit Thomas prudemment. Je suppose que vous le savez. Oui. Il y a eu un silence. Voulez-vous que je prépare des documents justificatifs au cas où cela deviendrait légal? C'est déjà fait. J'ai un expert comptable judiciaire qui audite Rodriguez Financial Group depuis 6 mois. Client anonyme introuvable pour moi. Le rapport est dans un coffre-fort. S'ils me poursuivent en justice, je les noierai sous les preuves de fraude. Thomas laissa échapper un sifflement discret. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Après avoir raccroché, j'ai enfin écouté mes messages vocaux. Le premier message de papa était confus. Elena, il y a eu une erreur bancaire. Un investisseur important vient de se retirer de ma société. J'ai besoin de tes conseils. Rappelle-moi. Son deuxième message, 20 minutes plus tard, était paniqué. Elena, c'est grave. 5 millions de dollars ont disparu de nos comptes. Réponds au téléphone. Le message de Marcus était agressif. Elena, arrête tes manigances. C'est le gagne-pain de papa. Rappelle-moi immédiatement. Le message de maman était empreint de larmes. Chérie, s'il te plaît. Ton père a des douleurs à la poitrine. Quelque chose de grave se passe dans l'entreprise. Appelle-moi, s'il te plaît. Je les ai tous écoutés. Puis je les ai supprimés et je suis retournée au travail. À 19h, heure de Seattle, mon téléphone personnel, le numéro que seules quelques personnes possédaient, a sonné. C'était un appel de la région de Phoenix. Un code inconnu s'afficha. Je répondis, Alena Rodriguez. Une voix féminine inconnue prit la parole. Ici Caroline Mitchell. Je suis avocate chez Henderson & Associates. Je vous appelle de la part de votre père, Victor Rodriguez, concernant la succession de Rosa Martinez Rodriguez. Je vous écoute. Il semble y avoir un problème important avec les registres fonciers. En déposant les documents de transfert de succession aujourd'hui, nous avons découvert que les 8 propriétés de Scottsdale et celle d'Aspen étaient enregistrées à votre nom il y a 14 mois. Pouvez-vous nous expliquer cela? Ma grand-mère me les a cédées par acte de cession. Un long silence. Vous êtes au courant depuis 14 mois. Je les possède depuis 14 mois, mais vous n'en avez rien dit lors de la lecture du testament aujourd'hui. On ne m'a pas interrogé sur la propriété des biens. On m'a parlé des préférences en matière de partage de l'héritage. Nouveau silence. J'entendais des papiers froissés. Madame Rodriguez, votre frère gère ses propriétés et perçoit les loyers depuis des années. Oui, j'ai bien dit des propriétés dont il n'est pas propriétaire.
Cela ferait de lui mon gestionnaire immobilier. Sauf que je ne l'ai jamais embauché à ce titre. Vous voulez dire quoi? Je dis que Marcus perçoit les loyers de mes propriétés et garde l'argent. J'ai 14 mois de justificatif. Chaque paiement de loyer, chaque demande d'entretien, chaque dépense. J'ai tout noté. Mon Dieu, murmura Caroline. Savez-vous quel est le total jusqu'au mois dernier? Environ 340 000 $ de revenus locatifs qui n'ont jamais été reversés aux propriétaires légitimes. Sans compter l'argent qu'il a volé à ma grand-mère les années précédant le transfert. C'est mademoiselle Rodriguez. C'est du détournement de fonds. Oui, vous pourriez porter plainte. Je pourrais. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je me suis adossé à ma chaise, le regard perdu dans le panorama de Seattle, car je voulais voir jusqu'où ils iraient. Aujourd'hui, j'ai eu ma réponse. Mon père m'a dit que mon frère mérite tout ce que je possède parce qu'il a géré. Ils allaient s'emparer de propriétés qui m'appartiennent légalement et les revendiquer comme héritage. C'est de la fraude. Caroline resta silencieuse un long moment. Que voulez-vous, mademoiselle Rodriguez? Je veux que ma famille comprenne que je ne suis pas l'échec qu'ils imaginent. Je veux qu'ils comprennent que leurs suppositions ont des conséquences, mais surtout, je veux récupérer ce qui m'appartient légalement, ce que j'ai déjà. La société de votre père, dit Caroline avec précaution. Le retrait de capital. C'était vous. Je ne vois pas de quoi vous parlez, Elena. Je suis un investisseur anonyme dans diverses entreprises. Si l'un de mes investissements n'est plus performant, je réalloue le capital. C'est la base de la gestion de portefeuille. La société de votre père s'effondrera sans cet argent. Alors peut-être aurait-il dû bâtir un modèle économique plus stable, un modèle qui ne repose pas sur un seul investisseur anonyme, un modèle qui n'autorise pas son fils à voler les membres de sa famille. Caroline soupira. Ils vont vous poursuivre. Qu'ils le fassent. J'ai un rapport d'expertise comptable qui documente chaque dollar volé par Marcus. J'ai des enregistrements de conversations avec ma grand-mère expliquant pourquoi elle a transféré les propriétés. J'ai 14 mois de documents prouvant que Marcus a perçu mon loyer. S'ils veulent en faire une bataille juridique, j'ai suffisamment de preuves pour faire emprisonner Marcus et radier mon père de ses agréments financiers. Vous aviez tout planifié? Non. J'ai répondu, je me protège et je documente les faits. Il y a une différence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 32 SMS. La plupart provenaient de Marcus, et ces messages allaient de la confusion à la fureur, voire au désespoir. Que as-tu fait? L'entreprise de papa est en train de s'effondrer. Appelle-moi. C'est ta famille. Comment as-tu pu faire ça? Tu es si vindicative. Tu es en train de détruire papa. S'il te plaît, on a besoin d'aide. Papa est à l'hôpital. Ces derniers mots m'ont fait hésiter. J'ai appelé maman directement. Elle a répondu à la première sonnerie, la voix rauque. Elena, Dieu merci. Ton père a fait une crise de panique hier soir. On a cru à une crise cardiaque. Il est à l'hôpital Banet Médical. Est-ce que son état est stable? Physiquement, oui, mais Elena, son entreprise est en train de s'écrouler. Quelqu'un a retiré des millions de dollars de financement et maintenant la banque exige le remboursement des prêts et il ne peut plus payer les employés. Et Marcus dit que c'est lié d'une manière ou d'une autre aux propriétés. Sa voix s'est brisée en sanglots. Maman, ai-je dit calmement. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Papa peut-il parler? Il est sous sédatif, mais ça va. Voilà ce qui va se passer. Demain matin, toi, papa et Marcus rencontrerez votre avocat. Je vais t'envoyer des documents que tu voudras examiner avant. Réunion. Après que vous l'ayez lu, nous pourrons discuter des prochaines étapes. Quels documents? La preuve que Marcus détourne des fonds des propriétés de grand-mère depuis des années. La preuve qu'il a continué à me voler après que les propriétés ont été transférées à mon nom. Des relevés financiers détaillés de chaque transaction frauduleuse. Silence. Maman. C'est impossible. Elle a chuchoté. Marcus ne le ferait pas. Lis les documents. Ensuite, décide si tu veux protéger un voleur ou reconnaître la réalité. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Moins d'1 heure plus tard, j'avais envoyé un courriel crypté à l'adresse de mes parents.
Le PDF joint faisait 247 pages. Rapport de comptabilité forensique, relevé bancaire, registre foncier, suivi des paiements de loyer, entretien, facturation, analyse. Chaque vol documenté avec date, montant et preuve. Le résumé en première page était accablant. Le sujet, Marcus Rodriguez, a perçu environ 340 000 $ de revenus locatifs provenant de propriétés appartenant à Elena Rodriguez entre mars 2022 et avril 2024. Le sujet a falsifié les registres d'entretien, gonflé les notes de frais et systématiquement détourné les paiements de loyer vers des comptes personnels. La responsabilité pénale inclut le vol qualifié, le détournement de fonds, la fraude, l'usurpation d'identité et le dépôt de documents de propriété avec de fausses déclarations de propriété. Je ne les ai pas rappelés. J'ai attendu. À 15 heures, heure de l'Arizona, mon père a appelé de l'hôpital. J'ai répondu, « Vous m'avez détruit ». Sa voix était creuse, abattue. Ma société est finie. Mon fils est un criminel. Ma mère le savait et vous a choisi plutôt que nous tous. Grand-mère a choisi l'honnêteté. J'ai dit qu'elle avait choisi de protéger ses biens de quelqu'un qui la volait. Ce n'est pas me choisir. C'est choisir l'intégrité. Marcus a fait des erreurs. Marcus a volé 340 000 $ à sa propre grand-mère, puis a continué à me voler après sa mort. Ce ne sont pas des erreurs. C'est un comportement criminel récurrent que vous avez encouragé. Je ne savais pas. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. Grand-mère a essayé de vous prévenir. J'ai tout documenté et je suis restée silencieuse. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur ma vie, ma réussite, mes investissements. Vous avez supposé que j'étais en difficulté parce que cela correspondait à votre version des faits. Sa respiration était en haillons. Que voulez-vous? Rien de vous. J'ai déjà ce qui m'appartient. La grand-mère m'a légalement transféré la propriété. J'ai déjà réaffecté mon capital d'investissement de votre entreprise en faillite. Je n'ai besoin de rien de cette famille. Alors, vous allez nous laisser couler? Vous l'avez bien cherché. J'ai simplement cessé de subventionner vos dysfonctionnements. Ces 5 millions qui étaient à vous? Je suis un investisseur en capital investissement avec un portefeuille diversifié d'une valeur de plus de 100 millions de $. Rodriguez Financial Group était l'un de mes nombreux investissements. Lorsqu'un investissement est peu performant ou que les dirigeants font preuve d'un mauvais jugement, le capital est réalloué. C'est le jeu des affaires. Le silence s'est installé si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Vous valez 100 millions de $. Sa voix n'était qu'un murmure. Environ 127 millions de $ au dernier trimestre. Forbes a fait mon portrait il y a 6 mois. Vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous n'avez jamais cherché. Bon sang, Elena, pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? M'auriez-vous cru ou Marcus se serait-il moqué de moi en disant que je jouais à l'entrepreneur? Tu as acquiescé d'un signe de tête? Il n'a pas répondu. Voici la suite, dis-je d'une voix calme et professionnelle. Marcus a 72 heures pour restituer chaque dollar volé. Les 340 000 $. S'il le fait, je ne porterai pas plainte. Sinon, je transmets ce dossier au bureau du procureur du comté de Maricopa. Il n'a pas 340 000 $. Alors il aurait dû y penser avant de les voler. Qu'il vende ses voitures, sa maison, qu'il liquide ses comptes de retraite. Ce n'est pas mon problème. Elena, je t'en prie. Concernant ta société, tu as 30 jours pour trouver des capitaux de remplacement ou cesser tes activités de manière ordonnée. Je ne réinvestirai pas. Cependant, si tu fermes proprement et que tu ne laisses ni employés ni clients en difficulté, je ne porterai pas plainte pour fraude concernant la façon dont tu as menti sur ta situation financière à tes investisseurs. Tu détruis ton propre père. Non, papa. Tu t'es détruit toi-même en laissant ton fils commettre des actes criminels et en méprisant la valeur de ta fille. Je refuse simplement d'y remédier. Pour toi. Et les propriétés? Demanda-t-il d'une voix faible. Celles que grand-mère a laissées. Je les possède depuis 14 mois. Elles m'appartiennent, ce n'est pas un héritage, c'est ma propriété. Marcus va devoir quitter immédiatement son poste de gestionnaire immobilier. J'engage une société professionnelle. Il comptait s'en occuper. Il comptait continuer à me voler. Ça s'arrête aujourd'hui. Papa pleurait maintenant.
Ta mère, ça va la détruire. Maman peut choisir entre une relation avec une fille qui se protège et une relation avec un fils qui vole sa famille. C'est son choix. Mais elle ne peut pas avoir les deux sans se rendre à l'évidence. Tu as changé. Non, papa. J'ai toujours été comme ça. Tu n'as juste jamais pris la peine de me connaître. J'ai raccroché et me suis assise dans mon bureau tandis que l'après-midi à Seattle laissait place au soir. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas, mon gestionnaire de fonds d'investissement. Rodriguez Financial Group vient de déposer son préavis de cessation d'activité. Fermeture nette, aucune perte de clients, professionnalisme jusqu'au bout, au moins. Un autre message de mon gestionnaire immobilier à Phoenix. Un nouvel accord de gestion a été envoyé pour Scottsdale. Propriété. Marcus Rodriguez a vidé ses dossiers cet après-midi. Aucun problème. Un message de mon avocat. Le comté de Maricopa a reçu un signalement anonyme pour détournement de fonds. Ils ouvrent une enquête. Si ton frère ne rembourse pas, il risque des poursuites pour crime. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'ai juste regardé les lumières de la ville s'allumer à la tombée de la nuit. 3 jours plus tard, ma banque a reçu un virement. 340 000 $ de Marcus Rodriguez. Aucun message, aucune excuse, juste l'argent. J'ai transmis la confirmation à mon avocat avec pour instruction de classer l'affaire. Maman a appelé 1 semaine plus tard. On a perdu la maison, a-t-elle dit. On a dû vendre pour rembourser les dettes. On déménage dans un logement plus petit. Marcus et sa femme divorcent. Ton père consulte un thérapeute. Je suis désolée que tu traverses ça. Vraiment. Sa voix était amère. Tu aurais pu empêcher ça. Tu aurais pu aider. J'aurais pu y contribuer, ai-je rétorqué. Il y a une différence. Tu es toujours notre fille. Vraiment? Parce qu'il y a 3 semaines, papa. On m'a dit que mon frère méritait tout ce que je possédais. Marcus m'a volé pendant plus d'1 an. Vous avez tous supposé que j'étais un échec parce que je ne réussissais pas à vos yeux. Ce n'est pas ça, la famille, maman. C'est une hiérarchie où je suis tout en bas. Elle resta silencieuse. Que veux-tu de nous? Rien. Je voulais que tu me voies. Tu ne l'as pas fait. Maintenant tu vois ce que tu as manqué, et tu m'en veux d'avoir été aveugle. Je ne peux rien y changer. Alors voilà. C'est fini entre nous. J'en ai assez d'être ignorée. Si tu veux une relation avec moi, il faut commencer par accepter la réalité. Marcus est un criminel que tu as couvert. Papa a bâti un château de cartes et il s'est effondré. Grand-mère a vu la vérité et a protégé ses biens. J'ai réussi malgré ton indifférence, pas grâce à ton soutien. Ce sont des faits. Tu es si froide. Non, maman. J'en ai juste assez d'être aimable avec des gens qui me traitent comme si je ne comptais pour rien. Elle raccrocha. 6 mois plus tard, Forbes publiait son classement des 30 personnalités de moins de 35 ans les plus influentes. Suite à l'article, j'ai accepté de poser pour des photos. L'article détaillait mon ascension dans le capital investissement, mes mandats au sein des conseils d'administration et les entreprises de mon portefeuille. Le journaliste m'a interrogé sur ma famille. Nous sommes brouillés, ai-je simplement répondu. Parfois, ceux qui devraient se réjouir de votre succès sont ceux qui s'en sentent le plus menacés. Des regrets? J'y ai réfléchi. Je regrette qu'ils n'aient pas reconnu ma valeur avant que cela ne leur cause des difficultés financières, mais je ne regrette pas de m'être protégé. L'article a été publié avec une citation en annexe. La sous-estimation est un avantage stratégique. Quand les gens pensent que vous échouez, ils révèlent leur vrai visage. Mon père m'a envoyé un court courriel. Je suis fier de toi. J'aurais dû te le dire il y a 20 ans. Je n'ai pas répondu. Marcus ne m'a plus jamais recontacté. Ma mère m'envoie des cartes de Noël à mon bureau de Seattle. Je ne les ouvre pas. Les propriétés que ma grand-mère m'a léguées valent aujourd'hui 6,2 millions de dollars. Les revenus locatifs sont directement versés à un fonds que j'ai créé pour les étudiants défavorisés de l'Université de Washington. Des jeunes comme moi qui ont besoin de bourse et qui ne bénéficient d'aucun soutien familial. Grand-mère Rosa aurait aimé ça. Quant à Rodriguez Financial Group, ses bureaux à Phoenix ont été transformés en café.
J'en ai entendu parler par une relation d'affaires qui m'a demandé si j'avais un lien de parenté avec la famille Rodriguez, qui dirigeait autrefois une entreprise là-bas. Un lien très lointain, ai-je répondu, et c'était vrai. Ils étaient vraiment très éloignés.